Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet d'agrégation de SES, donc un sujet d'oral en fait. C'est un exercice qui fait partie du rapport du jury 2023, donc il s'appelle l'exercice 2 en fait, d'une planche hypothétique on pourrait dire, qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait avoir. C'est un exercice en trois parties en fait, une partie A, une partie B, une partie C. Et bon, bah, c'est de l'étude de fonction, tout simplement. Il y a l'air d'avoir une étude de fonction d'une variable par ici. Là, je vois du x et du y, donc ça sent l'étude de deux variables. En plus, on me parle de minimisation d'un coût, donc ça doit parler, voilà, de fonction d'utilité, de coût, tout ça. Bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, on a maximisation de l'utilité. Donc voilà, méthode du Lagrangien pour trouver un maximum ou un minimum. Ça dépend. Donc en tout cas ici on parle du maximum, donc on sait que ça va être un maximum. Voilà, donc on y va. On va faire ça en one shot justement. Donc on est parti. Alors j'ai pris une autre type de copie. C'est les copies de Sciences Po Lille quand on fait des examens. Donc, j'ai pas rempli d'en-tête parce que voilà, c'est juste pour c'est juste pour le clin d'œil, on va dire. Donc, on y va. La partie A. Donc, j'y vais pour la partie A. On est une étude de fonction. Donc, je suis pas obligé de faire ça, mais de faire une rédaction pour ce genre d'exercice. Mais ça ressemble quand même pas mal à quelque chose qu'on pourrait avoir au passage à la partie A. Quelque chose qu'on pourrait avoir au lycée. C'est vraiment niveau terminal en fait cette partie-là. Donc ça pourrait ressembler à ça. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une rédaction vraiment type terminal, on va dire. Et puis ça permet aussi d'avoir vraiment quelque chose de très bien rédigé, on va dire, pour ça quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'on considère pour cette partie-là? On considère une fonction f, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est définie sur l'intervalle 0,10 où on a f de x égale donc 3 demi fois x plus 1, patati patata. Bon, moi ce que j'aime bien faire, je le dis souvent, je réécris. Donc j'écris soit la fonction f définie sur 0,10 par f de x égale, donc c'est quoi ici? C'était 3 demi de x plus 1 ln de x plus 1 plus 3x moins 30. Voilà. Bon, j'ai rien fait, j'ai juste réécrit l'énoncé, mais c'est une manière un petit peu différente de la réécrire. C'est juste pour avoir une belle présentation, en fait, simplement. Question 1, montrer que la fonction f est strictement croissante. C'est ça, oui, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,10. Bon, on va y aller. Et puis, il faut dériver et regarder le signe de la dérivée. Il faut juste faire ça ici, il y a vraiment rien de compliqué. Donc j'y vais, question numéro 1. Hop. Donc avant de dériver, c'est peut-être bien de rappeler que la fonction elle est dérivable par produit et somme de fonctions dérivables. Donc c'est ce qu'on peut écrire. La fonction f est dérivable. Alors moi je vais préciser sur l'intervalle de définition. Alors elle est définie où cette fonction? Si vous regardez bien, vu que c'est juste en ln de x plus 1 que ça va merder ici, il faut faire en sorte que ce qu'il y a dans le ln soit strictement positif. Donc en fait, il faut que x soit strictement plus grand que 1. Donc moi, au lieu de prendre l'intervalle 0,10, je vais quand même prendre, tout l'intervalle. Donc je vais prendre tout l'intervalle, et l'intervalle c'est moins 1 plus l'infini. Voilà, donc c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, par produit et somme de fonctions dérivables. Voilà, il faut au moins le préciser, je pense. Ça paraît bête. Et comme ça, on peut le faire tranquillement. Bon, j'y vais. Je pense que là, on peut le faire ici. Donc, pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a f' de x que je peux écrire comment? F' de x. Je rappelle que là, le 3,5, c'est une constante multiplicative, elle va rester. Et là, c'est de la forme u fois v. Donc, c'est de la forme u fois v. Donc, comment on dérive de la forme u fois v? On fait, je le remontre ici. On a quand même 3,5 de x plus 1 fois ln de x plus 1. Donc, en fait, c'est u fois v. Donc, u' v plus uv'. Donc, c'est quoi la dérivée de x plus 1? C'est 1. Donc, c'est u'. Donc, là, je vais mettre en facteur. U' v, et v c'est ln de x plus 1, plus uv'. C'est quoi la dérivée de donc u x plus 1?
V', la dérivée de ln de u, c'est quoi? C'est u' sur u. Et la dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça vaut 1 sur x plus 1. Voilà, on a dérivé ce truc-là. Et là, bah, le morceau qui est là, hein, 3x moins 30, bah, c'est juste 3. Voilà, c'est aussi simple que ça, de dériver des fonctions, il n'y a rien de compliqué. Et on y va, on continue, hein, on développe, on simplifie. Donc ça va faire 3 ln de x plus 1. Et là, ce qui est magique, regardez, x plus 1 fois 1 sur x plus 1, ben, ça va se simplifier ici, en fait. Il va vous rester seulement 1. Mais 1 fois 3 demi, il faut pas l'oublier. Donc 3 demi, plus 3. Et qu'est-ce qu'on trouve finalement? On trouve 3 demi de ln de x plus 9 demi, tout simplement. Voilà, donc là on a trouvé f'. Bah, attention, on n'a pas fini, hein. Il faut montrer que la fonction elle est croissante, donc en fait il faut encore trouver le signe de cette fonction. Donc on va d'abord regarder en quel endroit s'annule la dérivée, parce que quand on cherche le signe d'une fonction, c'est quand même intéressant de regarder où s'annule la dérivée, parce que ça peut être un indicateur d'un point où ça va changer de signe. Donc bah, j'y vais. Donc cherchons les zéros de f', 0, point critique, vous appelez ça comme vous voulez, donc de f' de x. Bah, j'y vais, hein. Hop, regardez, c'est pas compliqué. f' de x égale 0, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 3 demi de ln de x plus 1 plus 9 demi qui vaut 0. Et donc, si vous êtes un petit peu vif ou vive, regardez, vous passez le 9 demi de l'autre côté, donc ça fera moins 9 demi, et vous allez diviser par 3 demi, donc multiplier par l'inverse, ça va vous donner ça. Moins 9 demi fois 2 tiers. Les deux simplifient. Moins 9 sur 3, ça fait moins 3. Et donc, vous avez ici ln de x plus 1 qui vaut moins 3. Donc, ça veut dire que x plus 1 est égal à exponentielle de moins 3, tout simplement. D'accord? Il y a vraiment pas de complication à ce niveau-là. Et une fois arrivé là, bah, vous avez tout simplement que x, c'est égal à exponentielle de moins 3 moins 1. Voilà, donc là on a trouvé une valeur où votre fonction elle s'annule, hein, tout simplement, il n'y a aucune complication ici, votre fonction elle s'annule là, d'accord? Et bah, à partir de maintenant, ce qu'il faut faire là, c'est justement de trouver bah, le signe de cette fonction. Donc là en fait, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là déjà, moi ce que je fais c'est que je dresse mon tableau de variation. Donc dressons le tableau de variation. Donc je dresse le tableau de variation, hein, voilà. Donc comment on dresse le tableau de variation? Bon, rien de compliqué, hein. Vous mettez directement x, f' de x et f ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a hop, on sait, je vous rappelle hein, que c'est pas moins l'infini plus l'infini hein, ici, hein, c'est on commence à moins 1. Donc on a moins 1 plus l'infini. Voilà ce qu'on a. Et je sais que ça s'annule ici, en exponentielle moins 3 moins 1, c'est ça? Ici, ça s'annule en exponentielle moins 3 moins 1. Et donc, je sais que voilà, ça s'annule là. Maintenant, il faut trouver le signe. Bah, comment on va trouver le signe? C'est pas très compliqué. Alors moi, un conseil que je donne souvent parfois aux élèves, c'est bah, justement de tracer la fonction pour savoir si on va se planter ou pas. Alors, on va pas le faire. Enfin, je triche un petit peu dans la vidéo là. Enfin, je vais le faire comme ça et je vais vérifier mes résultats après coup. Mais c'est la même chose. Comment je fais pour trouver le signe de ça? Ben, c'est pas compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une valeur même si vous savez pas ce que c'est que cette valeur-là, bah, vous en prenez une très grande, par exemple. Vous sentez bien que même si ça c'était négatif, au bout d'un moment, arrivé là, vous serez positif. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une valeur plutôt grande et de remplacer dans la dérivée. Je rappelle que la dérivée, elle est là. Ben, si vous regardez bien votre dérivée ici, si vous prenez par exemple ln de, je sais pas, allez, vous prenez x égale 100 000, ça va faire 100 001, ln de 100 001, c'est positif, avec 3 demi devant plus ça, bah, ça sera positif. Donc moi, je sais déjà que ici, c'est positif. Et comme je sais que ma fonction ln de x plus 1, c'est une fonction qui croît et décroît, en fait, qui croît, donc qui est négative et positive, bah, la multiplier par 3 demi et lui ajouter 9 demi, en fait, on est seulement un petit peu en train de la déformer et la déplacer. Donc je sais qu'elle aura toujours cette espèce de changement de signe, moins plus, et là je sais où est le plus, donc le moins est là. Donc normalement, je devrais avoir une fonction qui décroît, en tout cas je devrais trouver ça, hein, et qui croît. Hop, je devrais avoir ça. D'accord? Alors maintenant, bah, comment je fais pour être sûr de moi? Bah, je vais vérifier. Hop, je prends ma calculatrice et je regarde ce que ça peut valoir, hein, du coup, avec le graphe. J'ajoute un élément. Donc l'élément que je dois ajouter, c'est ma fonction f. Donc je l'appelle f et je rajoute, hein, du coup, donc 3 demi, donc 1,5 hein, fois x plus 1
pardon, x plus 1, pas x plus 11, fois ln de x plus 1. Alors, à chaque fois, je rajoute des parenthèses pour rien parce qu'il les met automatiquement. C'est un réflexe, parce que dans les anciennes calculatrices, ça ajoutait pas de parenthèses automatiquement. Donc, j'ai été formaté avec les anciennes calculatrices. Hop là. Voilà, donc ma fonction, je l'ai rentrée et je fais tracer le graphique. Et voilà ce que me donne. Alors, bon, bah, tant pis pour moi. Apparemment, c'est un peu tracé bizarrement. Donc, je vais me demander de faire les axes en automatique. Ah, un peu bizarre parce que moi, j'ai l'air de remarquer que ma fonction est toujours croissante alors que j'ai trouvé décroissante, croissante. Alors, ça m'inquiète un petit peu. Alors, pourtant, je suis sûr d'avoir bon là. Donc, je vais essayer de comprendre que vaut cette valeur-là à peu près, la exponentielle moins 3, moins 1, parce que j'ai un petit doute quand même. Je pense que ça doit être négatif. Hein, ça pourrait être négatif ce truc, je sais pas. Je vais vérifier parce que je suis pas sûr. Donc, exponentielle moins 3, moins 1, ça fait quoi? Ah ouais, ça fait moins 0,95 quand même. Donc c'est très proche. Ah oui, donc je vais le mettre ici. C'est très proche de moins 1 en fait. Hein. C'est vraiment très proche. Donc ici, il se trouve qu'en fait, je suis assez proche de moins 1 finalement. Là, je suis assez proche de moins 1. Donc ça serait peut-être bien d'essayer de voir si sur le graphique, je peux réussir à montrer que c'est bien décroissant entre les deux valeurs. Alors comment je vais faire? Je vais modifier la valeur des abscisses, des axes des abscisses. Donc je vais lui dire de me tracer entre moins 1, aller entre moins 2, même si ça n'existe pas. Et bah non, justement, entre moins 1, tiens. Entre moins 1 et moins 0,9. Normalement, je devrais voir un truc qui décroît et qui croît si je me suis pas trompé dans mes calculs, mais je pense pas m'être trompé, donc on devrait trouver ça. Ah, je suis content. Voilà, vous avez vu, on trouve bien décroissant entre moins 1 et moins 0,95, là, ma valeur justement ici, et après croissant. Donc vous avez vu, mais ça se joue sur pas grand-chose, hein. On est vraiment sur un petit intervalle. Hein. C'est pour ça que ça me mettait un petit doute, en fait, hein, mine de rien. Voilà, donc je vais peut-être lui demander de me faire des axes un peu mieux. Bon, je vais mettre en automatique, on s'en fout un peu. Donc vous avez vu, c'est une fausse, enfin c'est une fausse toujours croissance là. C'est pas toujours croissant. Il y a vraiment un petit bloc ici, un tout petit morceau, c'est décroissant. Enfin bref, voilà. Donc je mets ça là. Je l'éteins pour pas vider ma batterie. Donc c'est bien décroissant, croissant. Mais en plus attention, moi je veux seulement sur un intervalle qui m'intéresse. Je rappelle que la question me demandait seulement sur l'intervalle 0,10. Donc en fait finalement c'est pas partout. Donc là en plus maintenant je sais que ça c'est négatif. Donc le 0 est quelque part par là on va dire. Hein. Tiens, je vais faire ressortir en rouge. 0,10 c'est ici. Voilà, c'est quelque part par là, on va dire, hein, ok. Donc 0,10 c'est là, donc bah, en fait finalement le tableau de variation qui m'intéresse c'est seulement un tout petit morceau en fait des variations. Bon c'est souvent le cas hein, dans les sujets de SES, c'est qu'en fait on regarde seulement un petit morceau qui nous intéresse, on regarde des valeurs qui existent réellement. Donc votre fonction entre 0,10 elle est toujours strictement croissante, donc c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc bah voilà, j'ai répondu à la première question, il y a vraiment rien de compliqué. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la deuxième question? Deuxième question, en déduire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0,10 dont on donnera une valeur approchée à 10-2. Bah apparemment, il semblerait que ma fonction, elle passe par 0 ici, quoi. Sur l'intervalle 0,10, apparemment, f de x vaut 0. Bah, je vais d'abord vérifier, voir si je le vois bien sur ma calculatrice. Hein. Ça peut être bien de se rassurer. Alors effectivement, vous avez vu, c'est quelque part par là. Donc je vais modifier, enfin je vais changer encore les axes. Je vais lui demander de me tracer la fonction entre 0 au minimum et je vais laisser moins 1 pour qu'on voit l'axe quand même. Allez, moins 1 et 12. Allez, valider. Hop. Et voilà, quand je trace ce que ça donne, voilà, vous avez vu, donc il y a bien entre 0 et 10, il y a bien une valeur où ça passe par 0. Et donc il va falloir démontrer que c'est bien le cas. Alors comment on fait ça? C'est pas compliqué, hein. C'est le théorème du théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, ce qu'on appelle le théorème de la bijection également. Ben on y va. En fait, il nous faut quoi comme argument? Il nous faut nous dire que la fonction, donc regardez comment c'est facile, hein. Il faut nous dire qu'en 0, elle est négative, en 10, elle est positive, elle est continue, donc théorème de la bijection, ça passe une seule et unique fois par f de x égale 0 parce que la fonction elle est strictement croissante. Voilà, il faut juste dire ça. Donc à l'oral, ça va très vite à dire. Donc qu'est-ce que je dis là pour l'écrire proprement? Donc la fonction f est continue. La continuité est importante pour dire qu'il n'y a pas de saut en fait. Et continue sur 0,10. De plus, f de 0, ah mais f de 0, je sais pas ce que ça vaut. Alors f de 0, ça vaut quoi? Ah, ça peut être marrant f de 0, parce que regardez, si je remplace par 0 là-dedans, ça fait ln de 1, donc ça annule tout ça. ln de 1, ça fait 0, ça annule tout ça. 3 fois 0, bah, ça fait 0, il me reste moins 30. Bah, f de 0, ça fait moins 30, super, c'est facile à calculer. Et donc moins 30, c'est négatif, hein. D'accord? Et f de
10 du coup. Alors f de 10 par contre je suis moins à l'aise là. Ah bah si, parce que je vais avoir ici je vais avoir 3 fois 10, ça va faire 30, 30 moins 30, 0, donc ça s'annule. Et là je vais avoir quoi? Je vais avoir 3, ouh là là, ça va pas être beau ça. Je vais prendre un petit brouillon quand même pour calculer. Je m'attendais à ce que ce soit une belle valeur, mais j'y crois pas trop finalement. Donc f de, donc j'ai dit quoi? F de 10. F de 10, ça va me faire 3 demi de 10 plus 1, ln de 10 plus 1, plus 0. Là, je sais que ça va faire 0 en fait. Donc, je vais avoir... ouais, c'est pas beau, hein. 33 demi, ln de 11. Bof, 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 bof. Bon, je sais que c'est positif ce truc, hein. C'est ce qui m'intéresse. Mais on peut peut-être se rassurer en se disant, tiens, allez, on va voir ce que ça vaut un petit peu. Donc, 33 divisé par 2 fois ln de 11. ln de 11, voilà. 39,57. Bon, ça vaut presque 40, quoi. Donc, je vais écrire ça ici. Je vais écrire, et f de 10 égale 33 demi ln de 11. Entre parenthèses, approximativement égal à quoi? À 39,57 et qui est positif. D'accord? Tout simplement. Donc, elle est continue sur ça. 2 plus c'est ça. Et strictement croissante. Strictement croissante. Sur le même intervalle. Sur le même intervalle. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou le corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires, donc d'après le théorème de la bijection, cette partie-là, à l'oral, il faut aller vite, hein. Faut dire les mots-clés, hein, d'accord? L'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Ils l'ont donné un petit nom à cette solution. Ils l'ont appelé x0, voilà, une unique solution x0. Et on nous demande de trouver une valeur approchée à 10-2. Bah alors ça, c'est pas compliqué, c'est le graphe qui nous le donne, hein. Vous allez dans graphe, donc dans la numérique c'est super, hein, il y a dans d'autres calculateurs aussi ça le fait, mais là on a directement dans calcul, vous lui demandez de rechercher le 0. Bah, les 0, mais là il y en a qu'un seul. Donc il va vous le trouver, s'il veut bien, voilà, donc il l'a trouvé, pour f de x égale 0, il trouve 4,8429, et en fait c'est à 10-2, donc 4,84. Donc, d'après la calculatrice graphique, on trouve x0 approximativement égal, donc j'ai dit à 4,84. Voilà, tout simplement. Donc ici, hein, il n'y a rien de compliqué, hein, dans cet exercice-là. L'équation de l'examination, voilà, hop, super. Et donc, c'est tout simple. Vous avez vu à quel point la partie A, là, elle est réglée. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est terminé. Partie B. On est content, hein, le jour de l'oral de la grève, là, quand on avance comme ça, là, il faut être quand même content. On accélère. Parce que ça passe vite. Qu'est-ce qu'on a dans cette partie-là? Donc, je sais que la question, c'est la question 1, la prochaine. Donc j'écris. Alors on commence à alors là du coup on n'est plus du tout au niveau terminal, là on est carrément au niveau de la grecque, hein, fonction de deux variables, donc c'est parti. Un consommateur doit choisir d'acheter des quantités x et y de céréales grand X et grand Y selon la fonction d'utilité, ainsi de suite. Bon. Là c'est un peu compliqué quand on a ça parce qu'il faut réussir à visualiser la fonction. Alors moi j'ai une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler. Je me dis qu'avec du ln et de la racine comme ça pourrait ressembler à des espèces de nappes qui pourrait, ça pourrait même avoir presque une tête de Cobb-Douglas en fait cette histoire, hein, si, alors je sais que c'est des puissances Cobb-Douglas, mais ça ressemble vraiment un petit peu à une espèce de nappe. Je me dirais ça, première vue comme ça, je dirais une nappe quoi. Bon, comme ça, du logarithme, hein, tant pis, c'est pas grave. Les quantités x et y sont mesurées en kilogrammes. Bon, ça c'est parce qu'il faut il faut une histoire, quoi. Le prix au kilogramme des céréales grand X et grand Y sont respectivement en euros, P de X égale 3 et P de Y égale 2. Exprimez le coût C de X de l'achat en fonction de X et Y. C'est facile, là. Si vous savez que vos quantités c'est X et Y et que le prix au kilogramme c'est 3 et 2 et que X et Y c'est mesuré en kilogrammes, bah le coût c'est hyper facile. Combien ça va vous coûter? Donc je vais le dire directement. Donc expression. Là c'est juste pour moi pour faire une petite rédaction. Hein. Expression de C de XY, 2 points. Expression de C de XY, 2 points. Et ben c'est tout simplement C de XY égale X, votre quantité de céréales grand X, fois le prix à l'unité, plus Y fois
le prix à l'unité, voilà, le quantité de céréales. Tout simplement, c'est juste ça. Donc, ça s'écrit comment en remplaçant, parce qu'on a P de I, on a P de X qui vaut 3 et P de Y qui vaut 2. Tout simplement, 3X plus 2Y. Voilà, votre fonction coût. Terminé. Voilà, on passe à autre chose, on avance. Tout simplement, il faut avancer, voilà. Il n'y a pas de piège, pas de complications, donc super. Bon. Question 2, c'est la suite. Hein. On avance, on avance. Donc, question 2, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? On travaille sous la contrainte d'un coût inférieur à ou égal à 30. Donc ici, si je comprends bien, je prends mon brouillon, je vais l'écrire parce que je vais quand même l'écrire ça, je vais écrire que C de XY apparemment doit être inférieur ou égal à 30. Ok? Hop, je le mets dans un petit coin de mon brouillon, comme ça je l'oublie pas. Donc ça doit être inférieur à 30. Justifier que X appartient à l'intervalle 0,10 et que Y appartient à l'intervalle 0,15. Alors pourquoi ça marcherait ce truc? Ah bah oui, c'est logique, regardez. Il faut que C de X soit inférieur ou égal à 30. D'accord? Je vais le préciser ici. On a C de XY inférieur ou égal à 30. C'est la contrainte qu'on m'impose en fait. Mais si vous regardez bien C de XY, donc c'est équivalent à quoi? À dire que... c'est pas beau d'écrire... bon si, je laisse comme ça. Oui, je laisse comme ça, c'est pas grave. 3x plus 2y inférieur ou égal à 30. Mais regardez à quel point c'est naturel en fait d'avoir finalement x compris entre 0 et 10 et y entre 0 et 15. Parce que regardez, quand x vaut 0... quand x vaut 10 au maximum, ça veut dire que cette quantité-là, elle vaut 30. Donc, vous pouvez pas aller déjà au-dessus de 10. Vous pouvez pas avoir un x qui est plus grand que 10 parce que ça voudrait dire que cette quantité-là, à un moment, elle va dépasser 30. Donc, vous serez au-dessus de 30. Et pareil pour y. Y ne peut pas aller au-dessus de 15 parce que si vous prenez un y au-dessus de 15, bah, nécessairement, vous allez dépasser 30. En fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Et pourquoi c'est compris forcément entre 0 et 10 et 0 et 15? Parce que, bah, c'est des quantités, il y a un aspect concret, là, dans ce que vous faites, c'est des quantités, des mesurés en kilogrammes, des quantités négatives de kilogrammes, ça n'existe pas. Donc, ici, c'est exactement ce qu'on va dire. Donc, oui, c'est ça, on va l'écrire comme ça, Charlie. Quand X parcourt, c'est bien de l'écrire comme ça, j'aime bien dire que X parcourt l'intervalle. Il faut avoir une espèce d'idée de X qui se balade dans l'intervalle comme ça, quoi. Quand X parcourt l'intervalle 0,10, 3X parcourt 0,30 et quand Y parcourt l'intervalle 0,15, et ben que parcourt 2Y? Il parcourt l'intervalle 0,30 aussi. Donc nécessairement, hein, X et Y ne peuvent pas aller au-dessus respectivement de 0,10 et 0,15 parce que comme on travaille sous la contrainte 3x plus 2y est inférieur à 30, ben on peut pas aller au-dessus de 30 quoi déjà. Donc voilà, c'est tout bête, mais voilà, il faut savoir bien le remarquer et bien le justifier. Bon, question 3. Ah, question 3, il y a un graphique. Ok, bon, ok. On a représenté ci-après une courbe d'indifférence associée à une utilité alpha. Alors une courbe d'indifférence, qu'est-ce que c'est? Une courbe d'indifférence, c'est une ligne de niveau en fait. C'est un mot qu'on utilise, alors c'est très spécifique à la fonction d'utilité. Donc, comment je vais écrire ça? Je vais le mettre sur mon brouillon. Voilà. Une courbe d'indifférence, c'est quand on a u de xy égale alpha. Parce que je rappelle que u de xy, là, c'est une surface dans l'espace, en fait. C'est une surface dans l'espace. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand vous avez une surface dans l'espace? Il faut imaginer qu'en fait, une surface dans l'espace, eh ben, vous pouvez la couper, en fait, avec des plans, comme ça. Il faut imaginer que vous avez un truc dans l'espace, comme ça. Imaginez ça, hein, par exemple, ça c'est dans l'espace, là, comme ça. Hop, je peux plier ma feuille, comme ça. Et je peux imaginer qu'en fait, je peux couper avec un plan, comme ça, qui arrive dessus. Donc ça, ici, ça va tracer une espèce de droite. Mais si votre surface, elle est un peu courbée, tout ça, bah, en fait, ça peut dessiner d'autres lignes, quoi. Donc là, apparemment, ça trace cette ligne-là. Bon, ok, pour un alpha en particulier. Je sais pas lequel, mais on m'a tracé ça. Bon, alors peut-être que c'est dans la question d'après, je suppose, alpha, il faut le trouver ou pas, j'en sais rien. Là, c'est marqué, déterminer graphiquement. Ah, donc on va devoir utiliser le graphique. Ah, c'est effectivement, il est sur du presque... Oui, c'est ça, il est sur du papier millimétré, donc je pense qu'il va falloir être assez précis, à mon avis. Donc, déterminer graphiquement les deux couples XY satisfaisant une contrainte de coût égale à 30 € et produisant une utilité alpha, puis déterminer alpha. Alors là, cette fois-ci, la contrainte, elle n'est pas inférieure ou égale à 30,
on a C de xy qui est égal à 30. On a ça et on a u de xy. Voilà, on a ces deux conditions-là là, qu'il faut justement essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que on a un coût qui vaut 30. Si on a donc c'est la 3A d'ailleurs, il y a 3A 3B, donc je vais rajouter 3A. Si on a une contrainte d'un coût qui vaut 30, donc ça s'écrit comme ça, on a C de xy qui est égal à 30. Donc si C de xy vaut 30, ça veut dire que vous avez 2x, pardon c'était 3x. 3x plus 2y qui vaut 30. Et là, ce qui est marrant, c'est que si vous regardez bien votre schéma ici, enfin votre schéma, votre graphe, le graphe qui est là ici, la courbe d'inférence qui a été faite, elle est sur un repère où on a x ici, y ici. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que vous voulez être en même temps sur la courbe qui est là, c'est marqué ici, hein. On veut en même temps être déterminer les couples x, y satisfaisant une contrainte et produisant une utilité alpha. Ça veut dire qu'il faut être en même temps sur cette courbe-là et en même temps sur la droite qui est ici. C'est-à-dire qu'en même temps, ça, en fait, si vous regardez bien, c'est pas compliqué. Il suffit juste de réécrire cette droite-là autrement. Regardez, il faut juste passer, attention au terme passé. Il faut exprimer y en fonction de x. Parce que regardez, ici, là, votre fonction, là, x, là, est en abscisse et y en ordonnée. Donc, en fait, si vous exprimez x en fonction de y en fonction de x, excusez-moi, du coup, vous allez pouvoir tracer votre fonction. Donc j'y vais. Je vais donc avoir y égale moins 3 demi de x plus 15. Si vous regardez bien. Ça trace une droite, ça. Ça trace une droite, hein, c'est une fonction affine. Et je vais la tracer ici, du coup. En fait, il faut juste la tracer là. Si vous la tracez là-dedans, vous aurez en même temps, alors je sais pas, alors par réflexe je sais que ça fait ça parce que je trichais un peu parce que je le voyais dès là que c'était négatif parce qu'en fait je vais avoir un moins 3 demi, donc je sais que ça fait un truc comme ça. Donc maintenant par où ça passe? Alors ça doit passer par l'ordonnée à l'origine c'est 15, donc ça passe par ce point là. Donc en 0 ça vaut 15 et je vais prendre un point, allez si je prends x égale 4, ouais c'est ça, je vais prendre 2 aussi, mais 2 c'est trop proche et j'aime pas, donc je vais prendre 4, tiens c'est un peu plus loin, ça va me faire une meilleure droite. Pour x égale 4, qu'est-ce que je vais avoir pour x égale 4? Donc je vais avoir moins 3 fois 2, c'est ça, hein, parce que 4 sur 2 ça va faire 2, donc moins 3 fois 2 ça fait moins 6. Moins 6 plus 15, j'obtiens 9. Alors vous me dites si je me trompe, j'obtiens ça. Je dois passer ici du coup, apparemment. Donc j'espère que ça va marcher. J'espère que c'est pas trop moche ce que je fais. Bon, j'y crois. Et là j'ai la droite. Oh, donc il y a bien effet. C'est pour ça que. Alors pourquoi ils insistent? Parce que j'ai un peu bloqué parce qu'ils ont mis les en rouge en fait ici. Donc effectivement, je pense qu'ils veulent bien dire qu'il y a deux couples. Bon, ils insistent vraiment pour vous dire qu'il y a deux solutions. Regardez bien, il y a cette solution là, cette solution là. Donc il y a bien deux couples XY qui fonctionnent. Ça a l'air de tomber pile poil sur des points en plus. Ouais, j'avoue. Donc ça tombe sur le point 2, 12. Bon, je pense que c'est bien fait comme truc. 2, 12 et 8. 3, c'est ça? Ouais, bon, ok. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, graphiquement, on trouve, via l'intersection de la courbe n'importe quoi, d'indifférence, décidément, d'indifférence associée à une utilité alpha et à la droite d'équation. Je précise en fait comment je le trouve, hein. Parce que j'insiste, hein, être sur la contrainte et en même temps être sur être sur la courbe d'indifférence, c'est justement être sur l'intersection des deux en fait. Il faut appartenir aux deux objets. Donc d'équation y égale moins 3 demi de x plus 15. Donc on trouve quoi comme couple? On trouve le couple, hein, donc graphiquement on trouve x, il donne des noms au couple? Non, il donne pas de nom, donc on trouve xy égale, on a trouvé 2, 12 et xy égale 8, 3.
Alors tout de suite, moi ce que je vais quand même, ça paraît bête, hein, mais regardez là, parce qu'on va quand même vérifier que c'est pas des conneries ce qu'on fait, hein, parce que on doit être en même temps sur la droite, hein, donc je vais quand même vérifier que ça fait bien 30 quand je remplace x et y, quand même ça peut être pas si con que ça. Donc 3 fois 2 ça fait 6, 2 fois 12 24, ok, donc ça fait 30, et 8 fois 3 24, c'est ça. Et 3 fois 2, 6, bah voilà, c'est bon. Donc c'est bien sur la droite. Hein. Donc en fait, effectivement, parce qu'on aurait pu se poser la question de est-ce qu'on tombe bien pile poil sur des points entiers en fait, hein, parce que vu qu'il nous donne du papier millimétré, a priori, ça pourrait tomber un petit peu à côté. Donc vous regardez, là, j'ai bien vérifié que ça appartient bien à la droite. Hein. Donc ça paraît bête, mais c'est peut-être une question qu'on pourrait poser à l'oral. Est-ce que vous êtes sûr que vos points appartiennent à la droite, tout ça, ou alors dites-le. Ça peut être bien de le dire aussi, hein, que vous avez montré que c'était bien sur la droite en question. Alors, qu'est-ce que ça me raconte maintenant ici? On est en train de me dire que, si je dis pas de bêtises, que je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est fini, je crois. Ah non, déterminer alpha. Il faut trouver alpha. Donc on n'a pas terminé. J'ai dit de bêtises, donc je suis sur une nouvelle page. Donc on doit trouver alpha. Donc je vais mettre ici. Hein. Déterminons la valeur déterminons la valeur de alpha. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a en fait sur donc qu'est-ce qu'on sait à partir de là On sait quoi? On sait qu'on a trouvé des XY qui fonctionnent. Si je dis pas de bêtises, voilà, on va trouver des XY qui fonctionnent. Et je sais que je suis sur quelle droite? Je sais que je suis sur la droite, enfin sur la courbe d'indifférence U de XY. Je suis sur cette courbe-là. Je suis sur la courbe, je vous rappelle, U de XY égale alpha. D'accord? Je suis sur cette courbe-là. Mais j'ai trouvé des XY qui fonctionnent, si vous regardez bien. J'ai trouvé des XY là qui fonctionnent, qui sont sur la droite en question que je cherche. Donc si vous regardez bien, ici, vous avez trouvé X égale 2 et Y égale 12, et ben vous remplacez tout simplement. Vous savez ici qu'en remplaçant dans votre fonction U de XY par... j'ai perdu mes solutions. Non, elles sont là. Par 2 et 12, bah vous allez trouver votre alpha. Donc ici, c'est ce que je vais écrire là. On a U de XY égale alpha. D'accord? En particulier, pour x égale 2 et y égale 12. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir? Bah, vous allez obtenir donc que alpha, c'est égal à u de 2, 12. Et ça fait quoi u de 2, 12? Ça fait ln de 2 plus 1 racine de 12. Donc, ça va vous donner ln de 3 racine de 12. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, regardez, si je remplace avec les... Parce qu'il y a deux points qui marchaient aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a aussi les points 8, 3. Il y a le point 8, 3. Donc, si je remplace par 8, 3, vous allez trouver ln de 8 plus 1 racine de 3. Et ça n'a pas l'air d'être le même point, si vous regardez bien. Ça me donne ln de 9 racine de 3. Normalement, je suis censé trouver ça pour alpha, alors qu'en fait, pour alpha, j'avais trouvé quoi? J'avais trouvé ln de 3 racine de 12. Et ben en fait c'est le même point. Regardez pourquoi c'est le même point. C'est vraiment la même valeur. C'est trop. Enfin moi je suis fan. C'est trop beau. Regardez pourquoi 9 ça s'écrit 3 au carré. Racine de 3. Et quand vous avez du logarithme avec une puissance, la puissance peut sortir. Donc vous allez avoir 3. Pardon, excusez-moi. 2 ln de 3 racine de 3. Donc 2 ln de 3 racine de 3. Ça ce serait une valeur de alpha. Et regardez ici. C'est quoi racine de 12? Racine de 12 c'est ln de 3 racine de 4 fois 3. Racine de 4 fois 3, ça fait ln de 3, racine de 4 fois racine de 3, et racine de 4, ça fait 2. Donc on trouve 2, ln de 3, racine de 3. Donc on trouve exactement la même valeur qu'ici. Donc vous voyez bien qu'en fait, avec les deux valeurs qu'on a trouvées là, bah, heureusement, on trouve exactement la même valeur de alpha. Donc on a le bon alpha qui fonctionne. D'ailleurs, ici, on peut peut-être se la péter un petit peu en disant, bon, en fait, on s'est simplifié un petit peu tout ça, donc ça ferait racine de 3. Voilà. Donc vous avez vu à quel point c'est pas forcément compliqué, hein. Il faut juste bien penser à trouver les bonnes stratégies, les bonnes valeurs et se rassurer parce que c'est toujours bien foutu comme truc, hein. Donc maintenant ici on a quoi pour la question 3B, c'est ça? Oui, on est sur la 3B. Donc on est sur la 3B, vous avez vu on est pratiquement à la fin, on a quand même mis
une bonne demi-heure. Alors moi, je fais des explications en plus, donc normalement, enfin, ça devrait être un peu plus court si on sait dans quelle direction on va. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour la question 3B? On veut proposer une méthode graphique. Donc encore, on est encore sur le graphique, encore sur le schéma de tout à l'heure, permettant de déterminer le coût minimal, inférieur à 30. Donc, il faut qu'on soit inférieur à 30, répondant à cette utilité, donc alpha, ainsi que les quantités x, y qui réalisent ce minimum, déterminer le coût minimal. Bah en fait, c'est pas compliqué. Vous voulez absolument toujours avoir la même utilité. Donc avoir la même utilité, ça veut dire être toujours sur la même courbe. Il faut toujours être sur la courbe. Mais cette fois-ci, vous voulez pas avoir un coût qui est égal à 30 euros. Vous voulez avoir un coût qui est inférieur à 30 euros. Et ben, qu'est-ce que c'est qu'un coût inférieur à 30 euros? En fait, c'est pas compliqué. Regardez, vous avez juste à prendre. Ça, c'est la droite qui vous dit que le coût vaut 30 euros. Et ben, qu'est-ce que c'est qu'un coût inférieur à 30 euros? C'est tout ce qu'il y a en dessous de cette droite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On a 30 euros ici. Donc, ça, c'est la droite qui nous dit inférieur à 30 euros. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement translater votre droite et faire en sorte de toucher toujours la droite alpha. Enfin, la droite, excusez-moi, U de x, y, alpha. Et donc, je la touche à cet endroit-là, moi, ici. Hop, regardez, j'ai fait une espèce de translation et je la touche ici. Donc là, ici, il faut que je chope, en fait, la tangente. D'accord? D'ailleurs, il y a toujours, si vous regardez bien, quand vous cherchez des minimums, des maximums, tout ça, il y a toujours une histoire de tangente derrière. C'est pour ça que c'est pas déconnant d'aller chercher une tangente. Donc là, moi, je trouve un point. Alors, je trouve celui-là. J'ai l'impression que c'est celui-là. Bon, je vais voir si c'est le bon. Je trouve quoi comme point? Bon, c'est avec l'approximation graphique, hein, donc c'est pas très très beau, hein, toujours à ce qu'on trouve. Alors moi j'ai l'impression de trouver, j'espère ne pas dire de bêtises, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Donc j'ai l'impression de trouver 3,8, je vais le mettre sur mon brouillon parce que j'ai peur d'oublier ma valeur. Donc j'ai l'impression de trouver x égale 3,8 et y qui vaut, alors que vaut y? 5,8. Voilà, j'ai l'impression de trouver ça, donc je vais mettre ça. Donc, bien évidemment, la méthode graphique que je viens de faire ici, c'est quand même compliqué à expliquer à l'écrit, donc faut le dire à l'oral. Hein, ce que vous faites là, vous dites que voilà, ça c'est la droite pour x égale 30, pour un coût qui vaut 30, et donc pour avoir un coût inférieur à 30, vous translatez, vous faites votre parallèle par rapport à cette droite-là de votre coût qui vaut 30, et vous allez jusqu'à toucher toujours, parce qu'il faut toujours être sur la courbe d'utilité. Donc jusqu'à toucher au minimum, entre guillemets, de manière tangentielle, la courbe d'utilité U de x, y égale alpha. Donc c'est les points qui sont ici. Donc on trouve, donc je vais mettre ici graphiquement, on trouve x, il y a toujours pas de nom pour ce minimum. Bon, tant pis. Hein. Je vais mettre x min, allez, parce que j'aime pas toujours mettre x, y, sachant que il y a des x, y pour autre chose à chaque fois. Donc 3,8 et y min égale 5,8. Voilà. Et ben du coup, il faut calculer le coût minimum. D'où c de x min, y min. Il faut calculer le coût minimum avec ces deux valeurs. Hein. Donc, il faut calculer. Hein, c'était quoi la fonction coût? Je m'en souviens plus. Ah oui, c'était. J'ai les prix ici, donc voilà. Donc 3 fois x min plus 2 fois y min. Donc, qu'est-ce que ça va me donner en remplaçant? Donc, ça va me donner. Pourquoi je mets 2 à chaque fois pour x? Moi, j'ai du mal. Hein. 3 fois 3,8 plus 2 fois 5,8. Donc, ça va me donner quoi en remplaçant ce merdier? Je reviens dans. Non, j'ai. Ouais, j'ai fait des... Ok. Donc 3 fois 3,8 plus 2 fois 5,8. J'obtiens 23. Bon, j'obtiens 23. Donc 23 euros, un 5 coups. Et ce qui est intéressant à remarquer, il faut quand même... Enfin, là, il faut quand même se rendre compte que il faut quand même... Enfin, avoir un minimum de jugeote à ce moment-là. Parce que ici, si vous regardez bien, le coût que vous trouvez, il est quand même inférieur à 30. C'est quand même bien de le vérifier, le coût que vous trouvez qui est inférieur à 30, parce que je rappelle qu'on est en train de chercher sous une contrainte inférieure ou égale à 30. Si vous avez trouvé des bonnes valeurs, vous avez fait une méthode un peu chelou, là, je sais pas, vous avez peut-être voulu faire un truc artistique, je sais pas, vous vous trouvez avec un truc comme ça ou comme ça, j'en sais rien, vous allez au-dessus. Si vous vous remplacez par XY dans votre coût, si vous avez un coût supérieur à 30, c'est que vous vous êtes planté, hein. Ou en tout cas, si vous savez que vous vous êtes planté, dites-le, faites pas de la malhonnêteté intellectuelle parce que vous allez vous faire défoncer, quoi. Donc voilà, on est content, on a fini, on a fait la partie A, partie B. Donc on a mis une quarantaine de minutes quand même pour faire ce truc. Donc on est sur la partie C maintenant.
Donc la partie C, donc là a priori on va devoir abandonner la partie graphique, hein, je pense, parce qu'on est sur une nouvelle partie. Et oui, on l'avait dit tout à l'heure, c'est avec la méthode du Lagrangien. Bon, à l'aide de la méthode du Lagrangien, montrer qu'il existe un seul couple x0, y0 qui puisse maximiser la fonction d'utilité définie dans la partie B sous la contrainte d'un coût d'achat de 30 euros. On montrera que x0 est l'unique solution de... Bon, ok, apparemment, il y a un lien avec la partie A. Bon, moi, je le vois pas tout de suite, j'avoue. Donc, bon, bah, c'est pas grave, je vais appliquer la méthode du Lagrangien. Donc, la méthode du Lagrangien, bah, comme son nom l'indique, c'est une méthode. C'est méthodique, il faut l'apprendre. Et elle est vraiment pas compliquée, c'est juste que, bon, franchement, je vais pas le cacher, c'est un peu long, quoi. Donc, voilà. Donc, on va poser une fonction de Lagrange. Hein. Donc, on pose... Qu'est-ce qu'on pose? On pose grand L de x, y, lambda, qui est égal à u de x, y, moins lambda. Et attention, c'est pas vraiment c de x, y ici qu'on va poser, c'est c de x, y moins 30. Parce que en fait, votre contrainte, dans la méthode de Lagrange, il y a le 30 qui doit apparaître. Enfin, on écrit souvent que la contrainte, c'est une fonction g de xy qui vaut 0. Donc, c'est important de ne pas oublier le 30 là, en fait. Hein. Donc, il apparaît comme ça, en fait, dans la fonction de Lagrange. Qu'est-ce qu'on fait arriver là? Bon, je vais peut-être l'expliciter, cette fonction, comme ça, au moins, on l'aura sous les yeux. ln de, hop, moins lambda... 3x plus 2y moins 30. Voilà. Et maintenant, il faut faire quoi arriver là? Bah, en fait, il faut chercher les points critiques et après, oui, c'est ça. Il faut chercher les points critiques et peut-être voir si c'est un maximum ou un minimum. Et là, il te parle de maximisation, donc il va falloir maximiser, je suppose. Alors d'ailleurs, au passage, on fait quoi quand on fait ça? Je rappelle que faut bien avoir en tête que ici, on est en train de chercher le maximum d'une surface, donc c'est u de xy, dans une certaine contrainte qui est un plan. C'est-à-dire que là, si je vais essayer de faire un schéma, alors désolé, vous allez voir les dessins en 3D et moi, ça fait 15, mais je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu mon truc. En fait, c'est imaginez que vous avez, elle ressemble pas à ça en fait, hein, ma fonction ici, mais imaginez qu'en fait ce qu'on cherche là, c'est une espèce de, hop, on va imaginer que c'est un truc comme ça, hop là, voilà, hop. Là, vous êtes d'accord avec moi que le maximum de cette surface-là, c'est le point qui est là. Maintenant, si je vous demande de me chercher le maximum de cette surface-là, mais pas ici, mais dans un plan qui va couper comme ça, par exemple, imaginons. Là, j'ai un plan qui coupe comme ça ma surface. Donc, imaginons que ma section qui va être dessinée, ça va être un truc, une espèce d'ellipse qui va faire ça, par exemple. Ça, c'est la section entre le plan et ça. Ben là, vous voyez bien qu'en fait, votre maximum, il est pas là, il est ici. Ou peut-être même derrière, j'en sais rien. En tout cas, il est quelque part par là. Donc, vous voyez bien qu'en fait, mon maximum, quand je cherche un maximum avec une contrainte en plus, dans un espace particulier, c'est pas la même chose. Et donc, c'est pour ça que Lagrange, c'est vraiment super la méthode de Lagrange, parce que on a une méthode qui nous permet de trouver, justement, ces maximums dans une certaine surface ou une certaine contrainte, en fait. On appelle ça une contrainte. Donc on y va. On dérive, du coup, on dérive partiellement. Donc il faut regarder d de L de x, y, lambda sur dx. Et comme on regarde en un maximum... Alors, ils lui ont donné un nom là au maximum? Pas du tout. Si, ils l'ont appelé x0, y0. Donc on va dire x0, y0, lambda 0. D'accord? On cherche en un point particulier, ça doit faire 0 tout ça. Voilà, on doit aussi avoir d de L de x0, y0, lambda 0 dérivé par y qui vaut 0, et on doit aussi avoir ça en x, y, lambda 0 sur d de lambda qui vaut 0. Et donc ici, hein, je vais faire une accolade, allez. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, la dernière ligne qui est là, vous allez voir, en fait, on va retomber sur la contrainte. C'est pas compliqué. Donc, je dérive ça, donc ce merdier-là, là, par rapport à x. Donc, si je dérive ça par rapport à x, ça va me donner, hop, ça va me donner, je vais essayer de le faire proprement, hop, voilà. Ici, je vais obtenir, donc la dérivée de ça par rapport à x, ça va faire 1 sur x plus 1, racine de y, moins 3 lambda, égale 0. Alors, c'est des 0, c'est des x0, à chaque fois, je vais essayer de pas les oublier. Pardonnez-moi si je les oublie. La dérivée de ça, ça va donner ln de x0 plus 1, 1
sur 2 racine de y0, moins 2 lambda 0 égale 0. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir, là, regardez, si je dérive tout ça par rapport à lambda, excusez-moi, il va me rester que ça égale 0. Donc en fait, je retrouve bien, sur la dernière ligne, je retrouve bien ma contrainte. Et heureusement que la contrainte apparaît. C'est quand même pour rappeler que vous devez travailler sur cette surface-là, entre guillemets, quoi. C'est ça qui est important. Ok, alors en fait, ce qui est intéressant à marquer dans cette étape-là de la résolution, c'est qu'en fait, les deux premières lignes vont vous servir en fait à exprimer lambda 0 de deux manières différentes. C'est ça qui est intéressant dans cette ligne-là. Donc c'est ce que je vais faire, je vais exprimer lambda 0 de manière différente. Donc ici, je vais avoir lambda 0 qui vaut, alors on s'accroche, ça vaut, ouais c'est ça, racine de y0 sur 3 fois x0 plus 1. Regardez, je passe tout ce merdier de l'autre côté, il y aura un moins par moins, je peux les simplifier, et je divise par 3, j'obtiens ça. Et là, je vais obtenir lambda 0 égale, même combat, je vais obtenir ln de x0 plus 1 sur 4 racine de y0. Vous pouvez le refaire, hein, vous obtiendrez exactement ça. Et en bas, j'obtiens quoi? J'obtiens toujours, la ligne qui n'a pas bougé, 3x0 plus 2y0 égale 30. Je continue ma petite résolution. Alors pourquoi en fait je suis content d'avoir écrit ça moi ici? Parce que ici maintenant vous avez écrit lambda 0 de deux manières différentes. Vous allez pouvoir dire que ça est égal à ça. Donc vous allez avoir une relation entre x et y, enfin entre x0 et y0 plus précisément, que vous allez pouvoir remplacer dans la ligne d'en dessous. Donc vous aurez une ligne en dessous avec seulement, uniquement que du y ou que du x, enfin que du x ou que du y, ça dépend. Donc ici j'ai plus de place. Donc, je vais continuer derrière. Je continue ici. Donc, ça me donne quoi? Donc, je voulais dire que je vais prendre la preuve. Oui, donc je vais dire que. Allez, je vais écrire comme ça. Je vais le faire doucement parce que sinon, je vais aller un peu trop vite. Donc, je vais avoir ça. Donc, je suis en train de dire en fait que. En fait, je suis en train de dire ça. Regardez. Je suis en train de dire que ça est égal à ça parce que je suis en train de dire que ça est égal à ça parce que mes deux lambdas sont égaux en fait. Donc du coup, c'est ce que je suis en train d'écrire là. Donc je suis en train d'écrire du coup que les deux lambda 0 sont égaux. Donc je vais avoir ça qui vaut ln de x0 plus 1 divisé par, je crois que c'était 4 racines de y0, 4 racines de y de 0. Voilà, je suis en train d'écrire ça comme ça proprement. Voilà. Et en bas, j'ai écrit la ligne de y0. J'avais pas envie de... Je me suis encore fait avoir avec ce fameux 2 là. Voilà. Et là maintenant, j'y vais. Je vais essayer d'exprimer l'un en fonction de l'autre. Si vous faites un produit en croix, regardez ce qui va se passer. Ça va pas être compliqué. Il va se passer ça quand vous allez faire le produit en croix. Vous allez obtenir 4y0 qui est égal à 3x0 plus 1 fois ln de x0 plus 1. Et en bas, vous allez obtenir toujours 2y0 plus 3y0 plus, égale 30. Voilà. Alors, si vous regardez bien, ici, j'ai 4y0 et en bas, j'ai 2y0. En fait, je pourrais ici dire que je pourrais exprimer 2y0. En fait, ici, si vous divisez ici par 2 et ici par 2, vous allez obtenir 2y0 égale tout ça sur 2. Si vous regardez bien. Ou tout simplement le 2, vous le mettez sur le 3,5. Et donc, vous allez obtenir ça dans la ligne d'en dessous. Je vais réécrire quand même les deux lignes, ne vous inquiétez pas. Donc, 2y0 égale 3,5 de x0 plus 1 fois... Parce que là, je viens de tilter un truc, en fait. C'est pour ça que je sais où je vais. Je viens de tilter la remarque qu'ils ont fait avec la partie A, en fait. C'est pour ça. Et là, le 2y0, vous pouvez le remplacer par tout ça en dessous. Donc, par 3,5 de x0 plus 1, ln de x0 plus 1, plus 3y0 égale 30. Voilà. Et alors pourquoi je suis content d'arriver là? Parce que maintenant, regardez, vous passez le 30 de l'autre côté et il va se passer un truc trop magique. Enfin, moi j'adore quand c'est comme ça, c'est trop magique ces trucs-là, quoi. Moi je trouve que quand ça se passe bien comme ça, c'est super. Alors... Et en bas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du coup 3,5 de x0 plus 1, ln de x0 plus 1, plus 3x0 moins 30 égale 0.
Et regardez, là, je viens de tilter qu'en fait, ici, en fait, je m'en suis rendu compte arrivé là, en fait. Ici, on obtient exactement, si vous regardez, je vais ressortir justement la partie A, là. C'est exactement la fonction, si vous regardez bien, hein, elle est ici, c'est exactement la fonction f de x, en fait. Et c'est f de x à un endroit particulier, on regarde quand est-ce que f de x vaut 0. Mais on l'a résolu, f de x égale 0 justement, c'est trop bien. On sait que c'est pour une valeur qui vaut, on l'avait trouvé tout à l'heure là justement, cette fameuse valeur qui valait 4,9 je crois. Donc on sait que ça, c'est une valeur connue. Et d'ailleurs justement, c'est pour ça qu'ils nous font le lien en disant, on montrera que x0 est l'unique solution de l'équation E de la partie A. Bah, c'est exactement ça, exactement ça. Donc ici, arrivé là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire que en bas, x0 vaut approximativement, je vais ressortir, voilà, c'était 4,84 ici. Donc 4,84, parce que je l'ai trouvé d'après la partie A. Partie A. Et bah, que vaut y0? Bah, c'est facile, on va juste remplacer ici. Ici, vous remplacez juste y0 par... Enfin, vous remplacez dans cette ligne-là parce que vous avez trouvé pour x0, donc tout là-dedans, là, ici. Si je remplace, bon, allez, je vais pas me prendre la tête, je vais faire la calculatrice. Donc, c'est une valeur approchée, là, arrivé là, donc c'est qu'a priori, on n'est pas trop embêtant là-dessus, quoi. Donc, si je remplace, qu'est-ce que je vais avoir, du coup alors, je suis en train de galérer avec la calculatrice, je sais pas pourquoi. Donc, je vais avoir ici 3 quarts, finalement, donc 3 divisé par 4, fois x0 plus 1, donc 5,4. 5,84, pardon, excusez-moi, fois ln de 5,84, parce que c'est x0 plus 1 aussi, 5,84. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient approximativement? On obtient 7,73, j'obtiens. Ouais, c'est ça. Donc, 7,73. Donc, on a bien trouvé, grâce à la méthode du Lagrangien, qu'il y avait une unique solution, hein, qui fonctionnait et qui justement permettait de maximiser la contrainte. Voilà, tout simplement. Donc on a bien ici un couple, un unique couple x0 y0 qui fonctionne et c'est celui-là. D'accord? Donc pas compliqué du tout, mais enfin un peu laborieux quoi. C'est long en fait, on est d'accord. C'est long. Là-dessus je peux parfaitement concevoir, mais voilà, il faut le faire. Donc, la question 2, on est à la question... C'est la dernière, en plus. Alors, c'est pas forcément toujours bon signe que ce soit la dernière, ça veut pas dire que ce sera vite terminé. Moi, je me méfie un petit peu, en général, quand j'ai du Lagrangien, souvent, ils peuvent être embêtants par la suite. Justifier que le couple x0, y0 réalise bien un maximum global de la fonction u sous la contrainte d'un achat de coût égal à 30. Que dire de la globalité de ce maximum, donner une interprétation du multiplicateur de Lagrange? Ouh là 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 là, il y a 3 questions là d'un coup. Ok. Alors l'interprétation, je sais ce que c'est, moi, parce que c'est un classique, on la demande souvent, en fait, ce que représente le Lagrangien. On demande souvent ça à l'agrégation de SES. Alors je sais pas pourquoi on insiste avec cette question de trouver une interprétation de ce truc-là. Franchement, honnêtement, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est insistant, en fait. Donc ça, c'est une interprétation à connaître, en fait, de ce multiplicateur. On verra après. Et là, par contre, je suis un peu surpris parce que je comprends pas trop ce qu'il demande de montrer que ça réalise bien un maximum global. Alors qu'au-dessus, on demande de montrer que... Ah oui, d'accord, j'ai pas fait attention. Qu'il y a un seul couple qui puisse maximiser. Bah oui, je suis bête. J'ai pas montré que c'était un maximum. J'ai montré que c'était un extrémum. Ça peut être aussi bien un minimum qu'un maximum. Donc là, maintenant, il faut que je montre que c'est un maximum. C'est-à-dire qu'on a bien... Là, en gros, je viens juste de montrer qu'il y a un candidat potentiel. Mais c'est peut-être pas un maximum. Donc effectivement, il faut aller un peu plus loin. Alors comment on fait pour justement aller un peu plus loin là-dedans? En fait, il faut calculer ce qu'on appelle la matrice hessienne. En fait, tout simplement, il faut aller chercher la matrice hessienne, et quand on va chercher la matrice hessienne, il faut aller regarder son déterminant et sa trace. Alors, je vous rappelle que pour avoir la matrice hessienne, il faut dériver une deuxième fois. En fait, la matrice hessienne on fait apparaître les dérivées partielles de second ordre. Donc ici, c'est ce que je vais écrire. Étudions la matrice hessienne deux points que je vais appeler souvent on l'appelle grand H de F, voilà, grand H de F, et c'est au point x0, y0 qu'il faut la regarder. Donc c'est quoi la matrice hessienne? Je vais réécrire ces éléments dans cette matrice. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dérivée de L en x0, y0, lambda 0 par rapport à x, deux fois.
Donc on dérive 2 fois. Là, il y a la dérivée de L en x0, y0, lambda 0, dérivée par rapport à x, puis dérivée par rapport à y. Là, on a la même chose dans l'autre sens. Donc x0, y0, on met un 2 ici, excusez-moi. Lambda 0 par rapport à y, puis par rapport à x. Alors en fait, je m'en fous un peu de l'ordre, je vous cache pas, parce que le théorème de Schwartz me dit que ces deux dérivées-là sont égales en fait. Hein. Vu que mes fonctions sont de classe C2, tout ça, tout se passe bien. On est dans un sujet assez académique. Hein. Tout se passe bien. Mais c'est toujours bien de le dire ça, je trouve à l'oral. Comme ça, vous me montrez que vous savez aussi vos théorèmes. D'ailleurs, il y a un autre théorème hein, qui me permettait aussi de dire que j'étais sûr qu'il allait bien avoir un maximum local ou un minimum local. C'est un théorème qui porte le nom du théorème de Weierstrass. Weierstrass, en fait, vous dit que quand vous étudiez sur un ensemble qui est fermé borné, ce qu'on appelle un compact, en fait, donc les ensembles que vous étudiez ici sont compacts, hein, c'est des fermés bornés, c'est des intersections de plans, tout ça. En plus, vous vous limitez à des segments, donc vous cherchez bien dans un compact, un fermé borné. Eh ben, il existe, il y a toujours un minimum et un maximum local en fait. Donc ici, c'est vraiment, enfin, vous étudiez des trucs dans le très académique, donc vous savez qu'il n'y a pas de souci, ça existe. Donc il va falloir que j'étudie ces dérivées partielles. Bon, bah il faut y aller, hein, pas le choix. Alors on les a déjà dérivées une fois, il me semble, elles sont ici. Dérivées une fois, donc bah je vais les mettre hein, ici. Hein, donc dérivée de L par rapport à x carré, par rapport à x de x0. Oh là là, c'est long. Ouais, c'est laborieux, hein, c'est laborieux. J'aime pas les sujets longs comme ça où c'est que du calcul, tout ça, c'est un peu embêtant. Donc il faut dériver ça là, encore une fois par rapport à x. Donc on a 1 sur, donc tout ça va disparaître hein, par rapport à x et il va me rester le morceau qui est là. Donc il reste encore la racine carrée de y0 qui va pas bouger et 1 sur u, ça fait moins u' sur u carré. Donc je vais avoir ici moins 1 sur x0 plus 1 au carré. Fois racine de y0. Ok, super, on est content. Ensuite, je vais faire la même chose avec. Bah tiens, je vais faire la croisée d'abord. Hop, x en x0, y0, lambda 0. Et qu'est-ce que vaut la croisée? Donc la croisée, donc il faut que je dérive encore ça, mais cette fois-ci par rapport à y0. Donc cette fois-ci, bah ça va toujours partir. Ça va rester, mais cette fois-ci, c'est lui que je dérive. Et racine de u, enfin racine de x, hein, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc ici, il va me rester 1 sur 2 racine de y0, et ça va pas bouger. Donc normalement, il va me rester 1. x0 plus 1, 1 sur 2 racine de y0. Et c'est aussi égal, hein, je le précise ici, c'est aussi égal à d de L, à la dérivée partielle de L. Je dis d, par abus de langage, je devrais pas dire ça quand même. Hop. Voilà, c'est un dé rond. Et je dois faire pareil, je dois dériver ça. Oh là là. Vous voyez la motivation que j'ai pour le faire. Je dois dériver ça par rapport à y0. Bon, bah ça dégage. Il me reste bien ça. Le ln, je vais tout de suite l'écrire parce que je sens que je vais me planter. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Alors, je vais aller doucement parce que je sens que je vais faire une connerie en fait. Donc, il va me rester ça. D'accord. Je vais même mettre le 2 là, comme ça je suis sûr de pas faire le con. Ln de x0 plus 1 divisé par 2 et 1 sur u. Donc c'est moins u' sur u carré. Donc 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc je vais avoir... donc j'ai dit moins u'. Donc je vais déjà mettre le moins. Fois moins 1. Moins u'. Donc la dérivée de racine de y0, bah, ça fait 1 sur 2 racines de y0, donc ça va faire ça, exactement, sur u carré, donc sur ça au carré, donc 20 fois y0 du coup. J'obtiens ça. Je pense pas m'être planté. J'espère pas, parce que sinon, je crois que je me tire une balle. Alors, hop, 4, et en haut, il reste encore du racine de y0. Si vous simplifiez y0 sur racine de y0, ça vous fait racine de y0 en haut, en fait. Donc voilà ce que j'obtiens. Hein. C'est pas beau. Hein. C'est un peu merdique tout ça. C'est un peu moche, franchement. Je suis pas très fan. On est à la fin en même temps. Là, on est épuisé. On remplace et il faudra qu'on regarde le déterminant et sa trace. Bon, on y va. D'où on a que vaut ma matrice hessienne. Donc le coefficient qui est là, c'est celui qui est tout en haut. Donc ça va me donner moins 1 x0 plus 1 au carré. Je vais mettre racine de y0 ici directement, voilà.
Ma dérivée, mes dérivées croisées, là, elles sont là. Donc, c'est quoi mes dérivées croisées? C'est 1 sur 2 x0 plus 1 racine de y0. Je vais quand même vérifier que je me suis pas... J'ai toujours peur de me planter, en fait, hein, quand je fais ces trucs-là. Je vais quand même vérifier. Donc, je devais dériver ça par rapport à y0, c'est ça, hein? Non, c'est pas... Non, excusez-moi. Ça par rapport à... ouais, c'est ça. 1 sur... Oui, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Ok. Et là, pareil ici, donc 1 sur x0 plus 1... Il y a un 2, pardon. Racine de y0. Je, quand même, enfin, je suis toujours un peu inquiet, j'ai toujours vraiment peur de me planter quand je fais mes dérivés comme ça, donc je revérifie toujours une deuxième fois, surtout qu'en plus là si on se plante vraiment ça va être long, donc faut vraiment pas se planter là, ça serait vraiment dommage. Et ici la dernière dérivée c'est moins, pareil celle-là elle m'inquiète un petit peu, bon, mais je pense que j'ai bon. Je pense que j'ai bon. Bon, vous voyez qu'en fait c'est pas forcément compliqué. C'est juste qu'il faut faire gaffe, c'est un peu laborieux. Voilà, c'est l'analyse, quoi. C'est les joies de l'analyse. Hein. L'analyse, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté. En plus, moi, il se trouve que j'aime bien l'analyse. Hein. C'est pas forcément un truc que j'aime pas, mais bon, il y a ce côté. Bon, il faut faire gaffe. Il faut prendre des pincettes, tout ça. Bon, ok. Il faut regarder le déterminant et la trace. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand vous avez une trace enfin, un déterminant qui est positif, avec une trace qui est négative, vous avez un maximum, et avec une trace qui est positive, vous avez un minimum. Donc là, déjà, je vais regarder la trace pour avoir déjà une indication. Donc, je vais ici directement écrire trace de HF de X0, Y. Alors, normalement, il faut regarder le déterminant en premier, mais ici, comme je sais que le sujet il est académique, il doit avoir un maximum, c'est sûr. Je me dis, tiens, je vais regarder la trace pour être sûr de pas m'être planté dans tout ça. Donc, si je fais la trace, c'est ça plus ça, en fait, hein, la trace, ok? C'est l'addition des coefficients diagonaux. Donc, c'est moins racine de y0, pardon, sur x0 plus 1 au carré, plus moins ln de x0 plus 1, racine de y0 sur 4. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre sur le même dénominateur. Moi, je le vois directement que c'est négatif en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, si je dois mettre au même dénominateur, je dois multiplier par 4 ici de ce côté-là, et là, je dois multiplier par x0 plus 1 au carré. Donc je vais avoir 4. Vous allez voir, je vais mettre en facteur ici. Vous allez voir pourquoi ça marche mieux. Là, je vais mettre plus, et là, je vais mettre du coup, je dois multiplier par x0 plus 1 au carré. Hop, racine de y0. Le tout sur, vu que j'ai mis au même dénominateur, c'est dénominateur commun, c'est ça. Et regardez en fait, le dénominateur ici, il est positif, c'est un nombre carré. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. x0, si vous vous rappelez, d'ailleurs x il est forcément compris entre 0 et 10, là on avait dit, donc si vous prenez 0 et vous faites plus 1, au minimum ça vaut 0, tout ça là. Et après c'est forcément plus grand que 1 en fait, donc ce truc là est aussi positif. Plus grand que 0, pardon. Il est forcément positif. Donc vous additionnez que des quantités positives, divisé par une quantité positive, mais vous avez un moins qui est là. Donc en fait le tout ici est négatif. Donc déjà je suis content parce que je pense que c'est exactement que ça sera s'il y a un maximum ou un minimum, c'est un maximum parce que j'ai réussi à montrer que ma trace ici était négative. Maintenant, qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai bien l'existence? C'est le déterminant. Il faut calculer le déterminant de cette matrice. Alors c'est peut-être là où c'est un peu chiant parce que faut faire ça fois ça moins ça fois ça. J'y vais quand même, hein, je vais pas me démonter. Quoique, je suis quand même optimiste. Franchement, faire ça fois ça, moi ça fois ça, je sais pas vous, mais moi je le sens pas. Donc, je vais essayer d'aller vite, mine de rien, parce que quand je fais ça fois ça, donc je vais avoir racine de y0 fois racine de y0, ça fera y0. Et le moins avec le moins va donner plus. Donc, je vais avoir y0 fois ln de x0 plus 1 sur 4 x0 plus 1 au carré, moins, ça fois ça. Bon, ça accroche, hein. Ah, regardez, c'est la même chose là et là. Donc, en fait, en bas, je vais avoir 4. Je vais avoir x0 plus 1 au carré.
ça fois ça, et y0, et donc ça va faire y0 tout simplement ici. Voilà. Et 1 là. Et donc, j'ai presque le même dénominateur, j'ai peut-être parlé un peu vite. J'ai presque le même dénominateur, si vous regardez bien, il manque juste ici un y0 là, si vous regardez bien. Donc je vais multiplier par y0 en haut et en bas ici. Donc je vais avoir ici, si je comprends bien, je vais avoir y0 au carré, ln de x0 plus 1, moins 1, le tout sur 4, x0 plus 1, y0, j'obtiens ça. C'est facile de trouver le signe facile. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit facile. Il faudrait remplacer par les valeurs à ce niveau-là. Je vois pas autrement. Parce que ça, je suis sûr que c'est positif. Ça, je suis sûr que c'est positif. Ok, ça, j'en suis certain. Maintenant, je suis moins sûr pour la suite, là. Parce qu'en plus, c'est le moins 1, là. Enfin, que ça soit positif, à la limite, je m'en tape un peu. C'est pas vraiment ça qui va m'aider. J'ai l'impression que je vais devoir remplacer par les valeurs ici. J'ai l'impression de pas avoir le choix. C'est un peu moche, non, de se dire qu'il faut remplacer par les valeurs. Enfin, moi, je suis un peu déçu. Bon, je vais quand même remplacer, allez, tant pis. Franchement, je vois pas comment faire. Si quelqu'un, peut-être un commentaire aura une idée pour trouver le signe de ça, franchement, je donne ma langue gauche là, honnêtement. Donc, je vais remplacer par les valeurs que j'ai trouvées pour x0, y0. J'avais trouvé combien? J'avais trouvé, pour retrouver ce merdier. Voilà, 7,73 et 4,84. 7,73 et 4,84. Donc, j'y vais. 7,73 et 4,84, donc 7,73 au carré fois ln de 5,84, parce que c'est la somme de 4,84 plus 1, moins 1, le tout divisé par... Ah merde, il a divisé que le moins 1. En même temps, c'est normal. Je vais lui demander de faire ça. Sachez que les calculatrices, en général, sont pas bêtes, elles font exactement ce que vous leur dites. Donc, fois 5,84 au carré, fois 7,74. Et j'obtiens, franchement, c'était pas évident à trouver, moi, je trouve, en termes de signes. J'obtiens 0,09 approximativement ici. 0,0, même si j'arrondis, allez, je mets tous les chiffres pour que vous voyez en fait ce que je trouve 0,0989, voilà, je trouve ça quoi, en gros, donc c'est pas beaucoup, donc c'est positif. Et donc ça veut dire qu'il y a existence, en fait, il y a bien un maximum ici, voilà, donc j'ai bien montré que c'était un maximum, tout simplement. Bon, vous avez vu, c'était quand même laborieux cette histoire. Donc vraiment, moi je trouve ça pas sympa ce genre de questions parce que en fait, c'est pas compliqué, mais qu'est-ce que c'est long. En plus, si vous vous trompez une fois, franchement, vous êtes foutu parce que ça veut dire que vous avez vraiment du calcul à faire et c'est vraiment dommage de se tromper là-dessus, quoi. Alors maintenant, arrivé là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la question suivante qui me dit quoi? Qui me dit que je dois regarder. Que peut-on dire de la globalité de ce maximum? Alors là aussi, je suis encore, cette question elle me dérange un peu parce que pour moi ça me semble évident que ce soit un maximum global parce que vous cherchez, en fait vous vous rappelez l'histoire de la surface là que j'ai dessiné sur mon brouillon. Je vais retrouver mon beau brouillon là que j'avais posé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ce brouillon? Je l'ai mis là. Il est là. Voilà, en fait, vous voyez, quand vous cherchez un maximum ici, là, sur une surface comme ça, en fait, il est forcément global, en fait, ce maximum. Vous cherchez une intersection entre une surface et un plan. En plus, moi, je sais que les surfaces qui sont là, elles sont assez belles, c'est des surfaces un peu lisses, tout ça. Donc, en fait, moi, je dirais que c'est normal qu'il y ait que peut-on dire de la globalité? Pour moi, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège. Il faut peut-être juste dire ici que c'est un maximum global pour la contrainte particulière x égale 30. Et que, en fait, peut-être que ce qu'il faut dire, c'est ça. Franchement, là, j'avoue que j'ai pas trop de réponses toutes faites, entre guillemets, parce que je comprends pas trop le sens de la question. J'ai l'impression que c'est pour la contrainte maximale, donc on voulait un coût inférieur à 30, et là, on regarde pour le coût qui vaut 30. Donc, on regarde avec un coût global, avec le coût qui vaut 30, entre guillemets, un coût maximum. Et donc, pour un coût maximum, votre maximum sur l'utilité, c'est le couple qu'on vient de trouver. Donc, à part dire ça, franchement, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Je comprends pas très bien l'intérêt ou l'utilité de cette question. Ou alors peut-être que j'ai pas compris un truc par rapport à la question qui était posée. Mais j'ai l'impression qu'il faut dire ça, qu'il faut dire qu'en fait c'est le maximum global du coût qui vaut, quand le coût vaut 30 en fait, tout simplement. Il faut juste dire ça à mon avis, parce que sinon ça me paraît un peu bizarre de dire autre chose, quoi.
Et alors après, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner une interprétation du multiplicateur de Lagrange, lambda 0. Alors là aussi, c'est une phrase en fait très souvent qu'il faut connaître. C'est une espèce le multiplicateur de Lagrange, il a une interprétation. En effet, c'est que il faut comprendre que à l'optimum, au maximum, le multiplicateur de Lagrange, il représente ce qu'on appelle en fait, c'est l'accroissement de l'utilité quand votre contrainte elle est relâchée d'une unité. En fait, c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Quand vous relâchez votre contrainte d'une unité, ça vous donne l'accroissement de votre utilité. Une autre façon de le voir, c'est aussi de se dire que le gain d'utilité par euro supplémentaire que vous dépensez en fait doit être égal pour tous les biens. En fait, il faut un petit peu le comprendre comme ça. Et c'est un peu ce qu'on appelle aussi le multiplicateur de Lagrange. Il vous donne également ce qu'on appelle, il fait partie de ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange, excusez-moi. Ça correspond à ce qu'on appelle l'utilité marginale du revenu. Et une autre façon de le voir, en fait, c'est aussi, on parle parfois de principe d'égalisation marginale, pardon. Et en fait, il faut voir ça comme les dérivées partielles de votre fonction utilité que vous divisez par le prix. En fait, quand vous divisez par les prix en x et en y. Je vais vous le montrer parce que là, je trouve que ça fait beaucoup de blabla, donc je vais essayer de vous illustrer ça avec sur mon brouillon. En fait, quand vous regardez ça, quand vous regardez d de u sur dx et que vous le divisez par p de x, ça vous donne lambda, ça normalement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça qu'on appelle ce que je racontais justement tout à l'heure. Ça, c'est justement ce qu'on peut voir comme le principe d'égalisation marginale, c'est-à-dire que ça doit être aussi égal à ça. Et si vous regardez bien, on les a déjà fait ces dérivées partielles ici. Hein. Regardez bien, je vais vous les montrer. Où est-ce qu'elles sont ces dérivées partielles? Parce qu'il est hors de question que je calcule tout ce merdier. Elles sont, voilà, elles sont ici. Alors en fait, elles sont ici parce que je peux me débarrasser de ça. Regardez. Si je le fais, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ça. Donc je vais faire le premier morceau qui est là et je vais faire le deuxième morceau qui est là. Donc ça, c'est donc que le premier morceau qui est ici. Donc j'obtiens donc racine de y0 sur x0 plus 1 pour le dénominateur, divisé par p de x. P de x, c'était quoi le prix de x? C'était 3, je crois, c'est ça? Il est là, le prix, c'était 3 et 2. D'accord? Donc je le retiens pour l'autre. Donc divisé par 3. Et là, j'obtiens la dérivée partielle ici, c'était ln de x0 plus 1, enfin de x, excusez-moi, plus 1. Bon, on est à l'équilibre ici, hein, donc en fait, il y a des x0 sur 2y divisé par 2. Voilà. Et en fait, si vous allez, on peut écrire ça autrement, hein, si jamais vous avez bien tilté ce qui se passe, en fait, ça va vous donner ça. Racine de y sur 3x plus 1. Et là, ça va vous donner ln de x plus 1 divisé par 4 racine de y. Et en fait, si vous regardez bien, ça, c'est exactement les deux expressions de lambda qu'on avait trouvées, en fait. Si vous regardez bien, c'est en fait les deux premières lignes de la méthode de Lagrange vous donnent justement cette interprétation de lambda qui peut être vue comme ce qu'on appelle le principe d'égalisation marginale. Et donc il faut bien comprendre qu'en fait ça correspond bien à ce qu'on appelle l'utilité marginale du revenu. Donc essayez d'avoir un petit peu cette idée-là, c'est que donc je le redis, hein, que le gain d'utilité par euro supplémentaire que vous dépensez doit être égal pour tous les biens. C'est vraiment ça. Et une autre façon de le voir qui parfois peut être assez intéressante à expliquer, c'est que quand vous relâchez votre contrainte d'une unité, et en fait, la lambda, le multiplicateur de Lagrange, en fait, il représente l'accroissement de l'utilité. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça qu'il faut avoir un petit peu en tête. Hein. C'est pas nécessairement très compliqué, mais c'est une interprétation qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer le mieux possible, en fait. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ça nous a pris quand même un petit peu de temps, hein, tout ça, mine de rien. On a 1h15 hein, pour faire tout ça. Après bon, j'ai quand même dit beaucoup de trucs, j'ai blablaté pas mal. Mais bon, ça veut quand même dire qu'il y a du taf, hein. Il y a du taf pour faire ce truc-là. C'est pas compliqué, mais c'est un peu long, quoi. Voilà, c'est vraiment un peu long. Et c'est un exercice classique. Vraiment, la partie la plus longue, hein, si vous regardez bien, ça a pas été, c'était pas le début, hein, la partie la plus longue, c'était quand même cette histoire de Lagrange. Hein. Lui, il demande quand même beaucoup de temps. C'est pour ça que quand vous avez
Je rappelle qu'il y a une question et deux exercices qui ressemblent à ça en plus. Hein. Donc, quand vous vous rendez compte que vous êtes sur du Lagrange, moi, ce que je vous conseille, très honnêtement, mettez Lagrange de côté, peut-être. Le faites pas tout de suite. Regardez notre exercice. Si vous pouvez faire plus de questions sur notre exercice, allez-y. Et Lagrange, moi, ce que je vous conseille réellement, c'est que vous expliquez la méthode, vous expliquez ce qu'il faut faire, et si après on veut vraiment que vous le fassiez, faites-le. Hein. C'est quand même assez long. Voilà, c'est quand même assez long. Il faut pas se tromper dans les calculs, tout ça. Et vous avez vu que même moi là, ça m'a quand même un peu saoulé là sur la fin. Donc voilà. Donc pas un exercice compliqué, mais sur la fin, Lagrange, c'est vrai que c'est laborieux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.